Le papier, le dessin, le style et la main de l'architecte. Parler du dessin, du style, c'est entrer au cœur même de la relation entre les arts visuels. Giorgio Vasari, notre principal témoin dans ce dialogue entre les arts à la Renaissance, défend avec force l'idée que cette relation devait être évidente et sans problème. Pourtant, malgré l'insistance de l'auteur à faire du disegno, du dessin, le point de rencontre des arts, justifiant que ceux-ci puissent être réunis dans une unique académie, cette relation fut toujours conflictuelle et on ne peut guère considérer qu'elle alla de soi-même. D'un côté, le dessin était perçu comme la trace ultime de la main. Je vous montre ici deux dessins d'un peintre, Federico Barocci, qui sont très gestuels. Et par conséquent, comme la signature de l'artiste, un témoignage de sa présence corporelle dans l'œuvre et le lieu où s'exprime son style et sa manière. Le style personnel de l'architecte était cependant très peu décrit, malgré la place centrale qu'occupe cette notion dans la critique d'art de la Renaissance. De notre côté, et bien qu'il considère très clairement le dessin comme le lieu unique du travail de l'architecte, Vasari n'étudie pas plus que les autres auteurs, son application particulière à l'art tridimensionnel. De ces deux points de vue, le dessin et son médium, le papier, méritent un examen attentif en tant que lieu d'intersection entre les arts et de chevauchement entre les pratiques artistiques. Pour mieux considérer ces questions, nous aborderons ici surtout la relation particulière qui existe entre deux arts tridimensionnels, la sculpture et l'architecture. Et je vous montre les formelles, elles s'appellent comme ça, les images des métiers et des arts sur la cathédrale de Florence, à gauche la sculpture, à droite l'art de bâtir. Donc, je veux regarder deux arts tridimensionnels et leurs échanges avec la dimension plane du dessin et de son support, le papier. Commençons par les sculpteurs. Malgré tout ce que peut dire Vasari sur les chevauchements artistiques, les dessins des sculpteurs qui subsistent demandent l'opinion selon laquelle le dessin est indispensable pour tous les arts plastiques. Ils sont relativement rares, ce qui pourrait indiquer que les sculpteurs entretenaient une relation complexe avec la planéité qu'impose inévitablement le dessin. Pourtant, dans beaucoup de cas, ces mêmes sculpteurs étaient aussi des architectes, ce qui pourrait laisser penser qu'ils auraient pu avoir une attitude plus positive du dessin, vu qu'au XVIe siècle, les architectes étaient des consommateurs de plus en plus voraces de plumes et de papier. Pourtant, Vasari lui-même est le premier à jeter un doute sur l'unité des arts fondée sur le disegno, qui est d'ailleurs un thème majeur de son ouvrage dans la deuxième édition de 1568, quand, après avoir vanté ses vertus et sa pertinence pour tous les arts, il constate que, bien souvent, les sculpteurs se dispensent de tout dessin et attaquent directement la pierre vierge avec leur outil en métal. Et je vous montre ici deux images, disons, l'invention du dessin dans la maison de Vasari à Florence, qui est le contour de l'ombre, c'est comme ça que la peinture a été inventée. Et à droite, Desiderio da Settignano, dans ce gros plan d'un détail qui montre un peu la pierre utilisée comme si elle était un dessin ou du papier. En effet, quand il présente les différents arts, la peinture, sous laquelle il réunit les arts mineurs, la sculpture et l'architecture, il ne mentionne pas le dessin à propos de la sculpture. Je parle toujours de Vasari. Quand il décrit en détail le modus operandi du sculpteur, il énumère parmi les étapes qui mènent à l'œuvre finie toute une série de maquettes plus ou moins grandes dans des matériaux faciles à modeler ou à tailler. Et dans un passage beaucoup plus développé sur le disegno, dans l'édition de 68, il ignore totalement les sculpteurs,
en reconnaissant implicitement qu'ils n'ont pas besoin, en pratique, d'avoir recours au dessin. Il avait déjà reconnu ce fait dans sa réponse de 1547 à Benedetto Varchi sur la querelle entre la peinture et la sculpture. Et il dit, je cite, « De nombreux sculpteurs produisent des œuvres excellentes sans jamais utiliser de dessin. » Selon Vasari, ce que le sculpteur utilise en guise de dessin, c'est la veduta per veduta, c'est-à-dire la séquence de vues successives d'une figure en ronde-bosse afin d'identifier la vue qui sera la meilleure, qu'il va ensuite équisser dans sa maquette. Et ici, je vous montre le Bernin, son esquisse pour Saint-Jérôme qu'il a exécuté à Sienne, dans la cathédrale. Il faisait beaucoup de dessins, très très simples, très grossiers même, disons, et pas du tout semblables à ceux des peintres pour étudier une pose. Mais à propos des architectes, Vasari explique sans le moindre doute, ni la moindre ambiguïté, que les esquisses, les dessins, sont leur outil principal dans la mesure où le travail des architectes, je cite de nouveau, se compose uniquement de traits. Le dessin est donc le début et la fin de leur art, car le reste de l'ouvrage est exécuté par d'autres, les tailleurs de pierre et les maçons. Bien entendu, tous n'ont pas admis l'importance du dessin, même pour les architectes. Benvenuto Cellini, le sculpteur, par exemple, est violemment opposé à la suprématie de cet art plan, qu'est le dessin, et par extension la peinture, sur la sculpture, bien que lui-même utilise le dessin de temps en temps. Et dans sa lettre célèbre à Varchi, il défend la primauté du modèle tridimensionnel. Je vous montre ici un peu l'atelier du sculpteur. Cette fois-ci, c'est Jean Boulogne à gauche, un de ces modèles très ouvragé, pas très taillé, c'est une esquisse, disons, d'une idée. Et à droite, les instruments du Bernin qu'il utilisait pour ouvrager ces modèles en terre cuite. Et donc, il estime que, aussi beau soit-il, le dessin devient faux et ridicule dès qu'il se transforme en objet tridimensionnel. Il va même plus loin. Pour lui, c'est Cellini qui parle, si Michel-Ange est un peintre exceptionnel, c'est parce qu'il travaillait à partir de maquettes sculptées et non de dessins. Et d'ailleurs, en parenthèse, ceci est vrai, il y avait beaucoup de sculpteurs, tels Verrocchio, qui faisaient des modèles en terre cuite pour les peintres. Donc ce besoin de modèles en 3 dimensions était très important même pour les peintres. Et, continue Cellini, les magnifiques fenêtres qu'il a inventées, Michel-Ange, ont d'abord pris la forme de maquettes en terre cuite qui ont été transmises aux maçons et ensuite seulement traduites en dessin pour définir les mesures exactes. Cette séquence, insiste-t-il, devrait être suivie par tous les architectes qui, dans leur ignorance, exécutent un petit dessin et à partir de là une maquette et qui, en conséquence, sont loin d'approcher Michel-Ange dans la beauté de leurs ouvrages. Autrement dit, pour Cellini, le dessin n'est pas l'essence du travail de l'architecte, bien au contraire. Il en conclut que la sculpture est la mère de tous les arts du dessin. Aucun des deux camps n'a remporté le débat sur la noblesse respective des arts, malgré la contribution ironique et néanmoins assez conciliante de Michel-Ange, qui fait l'éloge des deux arts figuratifs. Et le monument funéraire assez mal réussi et fragmenté, créé pour le tombeau de l'artiste, près de 20 ans plus tard, par les peintres et les sculpteurs florentins en guerre, témoigne d'une désintégration des liens entre les artistes au sein de l'Académie, discorde où il n'existait pas une coexistence productive sous l'égide du disegno. Mais au-delà de cette discorde tantôt mesquine, tantôt philosophique, Vasari et Cellini montrent la fonction complexe du dessin dans l'architecture et la sculpture, deux arts qui sont fondamentalement tridimensionnels et qui partagent les mêmes outils et les mêmes matériaux.
en effet, comme on a déjà vu dans la deuxième conférence. De leur côté, les architectes n'étaient pas plus enthousiastes sur le rôle du dessin. Dès le début de la littérature sur l'art de la Renaissance, Leon Battista Alberti, dans son traité De Reedificatoria, reconnaissait son malaise vis-à-vis du dessin et il mettait l'architecte en garde contre ce médium plat. Pour lui, le véritable guide capable de garantir la réussite d'un bâtiment était la maquette, qui révèle de nombreuses erreurs que le dessin masque. Cette association implicite entre l'architecture et la sculpture, par l'intermédiaire du modèle, constitue en fait un fil commun et direct dans la carrière de nombreux artistes de la Renaissance. Ce n'est pas seulement le cas au XVe siècle, comme on a déjà vu dans la deuxième conférence, avec les orfèvres et les architectes, mais aussi au XVIe siècle. Jacopo Sansovino et Baccio d'Agnolo, tous deux apprentis du sculpteur Andrea Sansovino. Michel-Ange et Bartolomeo Amanati, que vous voyez ici en tant que sculpteur et architecte, qui avaient appris auprès des sculpteurs Baccio Bandinelli puis de Jacopo Sansovino, pour ne donner que quelques exemples. Certains d'entre eux sont devenus sculpteurs célèbres avant de passer à l'architecture, tels Jacopo Sansovino et Amanati. Et je vous montre une sculpture de Sansovino et la Biblioteca Marciana à gauche. D'autres sont passés directement de leur formation de sculpteur à l'architecture ou ont fait de cette dernière leur principale activité, tel Baccio d'Agnolo. Quel que soit l'itinéraire emprunté, la transition d'un art à l'autre était chose courante. Il est vrai que le phénomène du peintre-architecte se développe aussi de son côté. Comme l'a fait remarquer Erwin Panofsky il y a longtemps, nombre d'artistes qui ont travaillé dans l'atelier de Raphaël ou ont été influencés par lui, comme par exemple Perino del Vaga, Jules Romain, Domenico Beccafumi, et vous voyez Perino à gauche et Beccafumi à droite, entre autres, sont devenus de célèbres architectes, décorateurs d'architecture et créateurs de façades dans un mouvement que Panofsky qualifie de rébellion des non-architectes. Et comme pour insister sur la véracité de cette observation, le peintre lombard Giovanni Paolo Lomazzo souligne le lien entre la peinture et l'architecture dans son traité sur la peinture de 1584, qui contient un traité bref mais complet sur les ordres. Cela dit, il est clair que les sculpteurs et les architectes ont beaucoup en commun, ne serait-ce que par leur relation complexe au dessin, vu la nature tridimensionnelle de leur art. Pour certains grands architectes, on a expliqué la rareté des dessins qui subsistent par l'absence de valeur artistique accordée à l'époque à leur travail graphique. Ainsi, les dessins d'architecture de Brunelleschi, d'Alberti ou de Francesco Di Giorgio, en dehors de l'illustration de son traité, brillent par leur absence. Les carnets de croquis et les dessins de détails architecturaux datant du XVIe siècle sont beaucoup plus nombreux et un peu ennuyeux, je dois le reconnaître, signe probable que ces copies de fragments anciens ont été utilisées et réutilisées par divers ateliers, le corpus le plus remarquable et le plus vaste étant celui de San Gallo. Ils auraient joué le rôle d'abaque architectural, tout en faisant du fragment antique l'élément de base pour de nouvelles inventions d'assemblage ornemental. Et en particulier, le Codex Corner que vous voyez à gauche de Bernardo della Volpaia a été copié, par exemple, par Michel-Ange pour apprendre à faire les corniches, les bases des colonnes et ainsi de suite. Cette pratique ne paraîtrait pas tellement différente de celle du peintre qui dessine diverses parties du corps, des gestes caractéristiques et des expressions, ou encore des détails de draperie pour constituer un répertoire d'idées. Dans ce cas, cependant, il s'agit moins d'un glissement entre deux arts que d'une stratégie générale qui découle aussi du fait que l'on a enregistré les vestiges de l'Antiquité en tant que fragments et sous toutes leurs formes. Très souvent, les dessins des parties du corps figurant dans les manuels provenaient des fragments de sculptures antiques
et les détails correspondaient à un désir de présenter une vue en gros plan de la texture et des effets des ombres, ce qui était impossible dans la représentation du corps entier. Cette approche diffère de celle des architectes, qui certes s'intéressent aux fragments, mais adoptent un point de vue beaucoup plus analytique et cherchent à constituer un corpus d'unités ornementales mesurées qui se prêtent à être réassemblées telles quelles dans des ensembles toujours nouveaux. Ce qui est encore plus caractéristique chez les architectes, toutefois, c'est la grande invention du début du XVIe siècle, traditionnellement attribuée à Raphaël, soit un peintre architecte, à savoir la décomposition orthographique de la forme architecturale. Et je vous montre un exemple d'un dessin moderne du découpage de l'église de Santa Maria del Calcinaio de Francesco Di Giorgio, et ça montre le plan, la section et l'élévation, les trois vues principales. C'est une convention ou un système de notation qui permet de traduire un objet tridimensionnel en trois plans qui se coupent à angle droit, le plan, la coupe et l'élévation. Comme je l'ai expliqué ailleurs, recomposer l'Antiquité à partir des vestiges éparpillés nécessitait un ensemble de coordonnées sur lesquelles reporter ces fragments afin de permettre la reconstitution de ce qui était perdu et difficile à imaginer dans son entier. Seul un ensemble orthogonal de dessins permet de réassembler ou de déduire un tout à partir d'informations et de mesures tronquées et isolées qui ne s'ajoutent pas nécessairement pour constituer une vue d'ensemble évidente. L'exemple que je vous donne ici, c'est le Panthéon dans le livre fameux de Serlio, le troisième livre de 1540, où il présente le Panthéon en plan, en élévation et en section. Mais en bas, je vous montre un dessin de Raphaël, une perspective intérieure qui donne vraiment le sens de l'espace qu'une coupe orthogonale ne réussit jamais à permettre. Dans la mesure où le point de départ n'était pas un bâtiment complet, mais ses fragments, les dessins fonctionnent à la façon de trois grilles interconnectées qui permettent d'ajouter les informations à mesure qu'elles apparaissent et de les recomposer en un ensemble. Toutefois, l'utilisation de cette méthode dans le processus de conception, plutôt que de reconstitution, présente de nombreux pièges dans lesquels il est encore possible de tomber aujourd'hui, qu'on peut le confirmer n'importe quel architecte qui a connu l'époque d'avant AutoCAD. D'ailleurs, Alberti souligne précisément ces dangers quand il insiste sur l'importance de la maquette pour vérifier que ce que montrent les dessins aboutit bien à un tout en trois dimensions, que les angles se rejoignent réellement, et qu'il n'y a pas de bizarrerie dans les intersections entre les plans et les volumes. Cette approche montre clairement que les dessins, bien que nécessaires, n'étaient pas sans poser des problèmes pour les architectes aussi, qui devaient avoir recours à des stratégies complexes pour décrire précisément l'aspect et les dimensions de leur ouvrage. Jusqu'à un certain point, les sculpteurs partageaient ce problème. Imaginez une figure en ronde-bosse exige de la voir en trois dimensions, c'est-à-dire de la décomposer et de la recomposer sous ses différentes facettes dans la pierre à tailler. Et je vous montre un exemple plus tardif parce qu'on a beaucoup de dessins de ce genre de dessins assez grossiers, disons de Bernin, par exemple pour la Beata Lodovica Albertoni, où il essaie de comprendre la draperie, mais ça n'a aucune ressemblance vraiment avec le corps et le mouvement de la figure. C'est très, très abstrait. Il essaie, tant bien que mal, de comprendre comment se comportent ces éléments de sa sculpture. Pour certains sculpteurs, la solution consistait à dessiner directement sur le bloc de pierre, plutôt que sur papier, comme nous le raconte Vasari sur Michel-Ange. Dans ce cas, le sculpteur n'utilisait pas un ensemble orthographique, mais il faisait appel quand même à une stratégie de décomposition comparable
Et c'est précisément ce difficile processus que les sculpteurs invoquent dans la querelle avec la peinture, quand ils veulent marquer la supériorité et la plus grande difficulté de leur métier. Y aurait-il ici un autre lien commun entre l'architecture et la sculpture? Quand on examine les échanges entre l'architecture et la sculpture à travers les dessins, il est aussi important de rappeler les types de projets sur lesquels les arts ont le plus souvent collaboré. À côté des monuments, fontaines et de la Kleinarchitektur, dont on a parlé la semaine passée, sculptés par l'architecte sculpteur et son équipe, celui qui vient en premier est le tombeau mural. Bien entendu, d'autres monuments autonomes de différentes dimensions permettent aussi une pollinisation, mais le tombeau mural, intégré qu'il est dans le mur et constituant par conséquent un prolongement du tissu architectural, offre le chevauchement le plus direct entre les deux arts. En effet, avec son cadre architectural fait de niches, d'arches, de pilastres et d'entablements qui contiennent le sarcophage et la représentation du défunt, il est très souvent une architecture plus qu'une sculpture. L'Arc de Triomphe, avec ses connotations évidentes de triomphe sur la mort et sur l'oubli, est un modèle antique fréquemment invoqué dans ce tombeau mural qui renforce le caractère hybride du genre en étant lui-même à mi-chemin entre l'architecture et la sculpture. Le tombeau inachevé de Michel-Ange pour Jules II en est sûrement l'un des exemples les plus célèbres, comme le sont les transferts entre ce monument et la façade qu'il avait prévue pour l'église de San Lorenzo. Une grande partie du domaine partagé par l'architecture et la sculpture se situe donc sous la forme d'un haut-relief sculptural. Dans la mesure où les éléments architecturaux ne pouvaient s'étendre trop loin dans l'espace de la chapelle ou dans l'aile de l'église où se trouvait la sépulture, celle-ci devenait une sorte de tableau tridimensionnel qui occupait un volume mais le comprimait dans une série de plans successifs. En ce sens, le tombeau mural crée un lien entre l'architecte et le sculpteur, et par sa qualité de relief et sa relative planéité, il les rapproche l'un et l'autre de la représentation bidimensionnelle, c'est-à-dire de la peinture et du dessin. D'ailleurs, si pour la tombe du pape Jules II, Michel-Ange crée un compromis entre l'architecture et la sculpture, en pensant cette dernière comme une représentation en relief, il le fait au moyen d'un dessin, bouclant ainsi la boucle. On retrouve cette pensée en relief dans ces tombeaux des Médicis, bien que ceux-ci soient conçus en ronde-bosse. Les murs de la chapelle en marbre de Carrare blanc, avec leurs sarcophages et leurs figures, constituent des unités sculptées indépendantes, clairement insérées dans l'ordre géant de la pietra serena grise et en même temps clairement séparées d'elle. Les murs deviennent eux-mêmes des hauts-reliefs géants qui débordent dans l'espace du spectateur. De même, les façades des bâtiments, palais, églises, souvent conçus comme des projets à part, a posteriori, sont pour l'architecte un exercice de travail monumental en relief et de dessin en relief. Et je vous montre surtout la façade de Santa Maria della Vittoria à droite, parce que ça montre tellement bien comme la façade n'a rien à voir avec le bâtiment derrière. C'est une œuvre indépendante, un mur géant avec une grande épaisseur où, en vérité, on crée un grand relief à l'échelle de la cité, de la ville. Tout comme le tombeau mural, la façade comporte des renfoncements de fenêtres et de niches, des arcs et des frontons, des séries de colonnes intégrées et des sculptures autonomes. Or, c'est précisément cette oscillation entre les genres à la racine du relief, entre la planéité et le volume, que l'on sent dans les dessins de Michel-Ange, qui offre un exemple parfait pour étudier l'intersection entre le dessin d'un sculpteur et sa sensibilité architecturale.
Par exemple, la facture d'un dessin comme la Vierge à l'enfant, probablement pour le groupe de la chapelle des Médicis, présente une relation étroite avec celui de l'encadrement du portail central pour la Porta Pia à droite. L'un et l'autre bondissent sur la page, se projetant presque strate après strate dans l'espace du spectateur. La hanche, le bras et le torse, très modelés de l'enfant à gauche du centre de la page, qui se fondent progressivement dans l'arrière-plan, donnent la forte impression d'un relief sculpté. Et c'est d'ailleurs de cela que se rapproche l'arrangement projeté. L'image semble gonfler le papier, repoussant le plan du support, comme si elle prenait du volume pour se constituer peu à peu dans la troisième dimension, comme si elle s'offrait au toucher puis retournait dans la planéité du papier. Le pigment et les superpositions de techniques qui s'intensifient à mesure que les formes croissent vers l'extérieur, au crayon noir et rouge avec des rayons à la craie blanche, les deux feuilles de papier constituant le dessin à la façon d'un collage ou d'un papier collé, à peu près à mi-hauteur du dessin, renforcent la qualité d'objet sculpté du dessin ainsi que sa tactilité. De même, le dessin pour la Porta Pia à droite se présente à la façon d'un relief et se distingue très nettement de ceux réalisés par des purs architectes, disons, qui étaient uniquement préoccupés par la précision des contours. On a expliqué cette manière de dessiner, soit par le fait que la vue de Michel-Ange avait baissé avec l'âge, il était assez vieux à ce temps, soit par une approche picturale impressionniste. Cependant, il serait peut-être plus exact de parler d'un dessin en relief, parce qu'il évoque les qualités mixtes de ce genre hybride qui traverse la peinture et la sculpture. Si les ombres et le lavis renvoient à une sensibilité picturale, l'absence de contours fermes fait penser à un impressionnisme visuel, mais aussi au mode de perception d'un sculpteur, à une étude d'un objet tridimensionnel. Le cadre semble vibrer car ses contours sont instables et ne se réduisent pas à un trait unique. Et ce contour flou semble impliquer en outre le mouvement du spectateur autour d'un corps en relief qui change et se déploie tandis que celui-ci se déplace. En fait, il nous rappelle à quel point le tracé d'un corps humain est lui-même une abstraction quand il est dessiné sur papier, car le corps n'a pas de contours, seule son ombre en a. Et par les ombres noires intenses qu'il utilise pour modeler les formes dans ses dessins, Michel-Ange semble attirer l'œil avec force, précisément sur ses côtés cachés, juste au-delà des contours et juste au-delà de ce que le dessin peut représenter et que le relief, même plat, peut faire sentir. Je vous montre de nouveau le Bernin. Ici, un des anges qui tient la superscription sur le pont Sant'Angelo à Rome. Et on voit le même genre de contour qui vibre, un peu comme dans le dessin de Michel-Ange. Un contour qui n'est pas clair, qui n'est pas tracé, mais qui implique le mouvement et la troisième dimension. Cela ne signifie pas que les dessins des peintres ne transcendent pas la planéité de la page quand ils utilisent tous les moyens permis par le fusain, l'encre, les lavis et les craies de diverses natures. De plus, la texture du papier et le geste du corps, tel que le capte la ligne, donnent à ce dessin une immédiateté qui est profondément attirante. Pour autant, ils n'ont pas la matérialité ni la présence physique presque palpable que seul peut exprimer une sensibilité de sculpteur. Les sculpteurs ont d'ailleurs rapidement compris que la représentation sur un support plan, peinture ou dessin, avait des liens étroits avec le relief. Ainsi, Michel-Ange, dans sa réponse à la question de Varchi sur la noblesse relative des arts, choisit de se concentrer précisément sur ce lieu d'intersection entre la sculpture et la peinture.
Il me semble, dit-il, que la peinture est jugée bonne quand elle se rapproche du relief et que le relief est jugé mauvais quand il se rapproche de la peinture. Vasari ne va pas aussi loin, mais le relief est néanmoins pour lui un hybride entre la sculpture et la peinture, et dans son introduction à la sculpture, il décrit l'un en utilisant des termes de l'autre. Ailleurs, il crée un lien entre le relief et le dessin, quand il attribue l'invention de la gravure sur cuivre à la traduction du niello, la niellure, à une technique d'impression. Vincenzo Borghini, ami de Vasari et l'un des principaux éditeurs de ses vies, était plus critique, considérant que le relief était le doux amer ou l'imparfait des arts. En fin de compte, peut-être est-ce Benvenuto Cellini qui exprime de la façon la plus tranchée la relation entre le dessin et le relief. Ici, je vais vous montrer la niellure de Maso Finiguerra, qui est censé être l'inventeur de la gravure par Vasari, et Mantegna, qui était probablement l'inventeur en Italie. Et on voit le transfert du relief en argent et encre noire sur l'idée de faire une gravure de ces contours. Donc, Benvenuto Cellini exprime de la façon la plus tranchée la relation entre le dessin et le relief quand il insiste sur la différence entre le contour et l'épaisseur. Ici, je vous montre une translation de Mantegna ou d'un genre de dessin comme celui de Mantegna par Giuliano da Sangallo au Palais Gondi. Et donc, Cellini dit, le véritable dessin n'est rien d'autre que l'ombre du relief, si bien que le relief est le père de tous les dessins. Et parce que le plus beau compliment qu'on puisse faire sur une peinture est de dire qu'elle est aussi bonne qu'un relief, il en conclut qu'il est le vrai père du dessin et que la peinture est l'une de ses filles. Ce désir évident de transformer le papier en un objet sculpté de la part des sculpteurs architectes apparaît avec force dans les Modani de Michel-Ange, ses profils architecturaux découpés ou gabarits en grandeur réelle pour la chapelle des Médicis et pour la bibliothèque laurentienne. Une fois réalisés, ces dessins étaient découpés avec des ciseaux pour former une maquette architecturale plane où on peut imaginer un relief très peu épais destiné à servir de gabarit et à guider la main des tailleurs de pierre. On a voulu expliquer la netteté des bordures dans les détails architecturaux de la chapelle de Médicis par le mode de ce découpage du papier à l'aide de ciseaux. Autrement dit, par leur qualité d'objet, ces gabarits génèrent des idées et ne se réduisaient pas à être de simples dessins de travail. Des maquettes et ces profils, plus substantiels et donc plus durables, ont aussi été réalisés en tôle d'étain et en bois pour être utilisés dans les ateliers, ce qui veut dire que le dessin a été transposé dans des matériaux qui se rapprochaient plus encore de la sculpture, quoique toujours en relief plan. Ces profils dessinés en relief étaient aussi des modèles, des maquettes. Là encore, cette transposition d'un dessin à un objet papier illustre à la fois l'importance et les limites du dessin. Pour les détails architecturaux, il est possible de dessiner des contours précis, mais ceux-ci doivent être transposés en objet pour être ensuite transformés en œuvres tridimensionnelles sur la table du tailleur de pierre. Ce que je vous montre ici, c'est d'ailleurs très intéressant, même si on ne le voit pas tellement bien. Ce sont des dessins qu'on a trouvés sur les murs de la chapelle de Médicis, en grandeur réelle, ils sont grands comme ça. Et ce sont des détails que les ouvriers, les sculpteurs, les maçons devaient exécuter. Donc, c'était un exemple du processus de passer du dessin à un modèle et puis à l'architecture finie. Par certains côtés, cette pratique n'est pas très différente de celle d'un tailleur en couture, autre artisan qui travaille la figure en ronde bosse, c'est-à-dire dans ses 3 dimensions plutôt qu'à sa projection, et qui de même doit construire les vêtements autour des corps qui les portent.
Je vous montre des architectes modernes, Diller et Scofidio, qui présentent cette idée de plier une chemise, mais le dessin dans l'idée de la difficulté de recréer un corps à partir d'un élément plat, comme le tissu d'une chemise. Cette modification artefactuelle des dessins, telle qu'elle s'opère dans les moderni, constitue un autre point entre architecture, dessin et sculpture, un pont franchissable dans les deux dimensions. Le Modano, ces grands gabarits, présente encore une autre inflexion dans la relation du sculpteur-architecte au dessin. C'est une maquette relief compressée, mais c'est aussi un contour, une silhouette. Autre direction dans laquelle peut s'engager le dessin en tant qu'instrument d'architecture. On pourrait même dire que le dessin d'architecte s'intéresse en premier lieu aux silhouettes. En fait, le système orthogonal qui décompose l'objet en 3 dimensions renforce la conscience de la ligne en tant que notation de la profondeur ou trace d'une coupe en travers d'un objet. Cet intérêt pour le contour est évident chez Ammannati, à droite ici par exemple, dont les dessins d'ornements architecturaux ou sculpturaux ne ressemblent pas à des reliefs, comme chez Michel-Ange, mais conservent la qualité d'une silhouette. Une figure autonome en 3 dimensions n'a pas de silhouette à proprement parler et elle doit être abordée de tous les côtés. Ce qui n'est pas le cas du tableau général d'un tombeau mural, d'un monument, d'une chapelle funéraire ou des détails ornementaux architecturaux, vus d'un certain point de vue et fixés à un mur dont ils sont la projection sculpturale vers l'extérieur. Vus comme des reliefs, les tombeaux muraux peuvent aussi être traduits en ligne continue, en un dessin en silhouette, en l'ombre du relief, pour reprendre les mots de Cellini. C'est le cas du dessin d'Ammannati que vous voyez ici pour l'église San Giovannino à Florence, comme c'était le cas pour la façade d'un palais ou d'une église à la Renaissance. Ce que commence à montrer cette histoire épisodique du sculpteur-architecte, c'est ceci. Alors qu'après Vasari, la théorie a prétendu que seul le disegno était le point d'intersection des arts, il apparaît que le relief a été en pratique un point de convergence tout aussi important. En fin de compte, c'est le lieu aussi où les ensembles architecturaux, en tant que relief, touchent à la peinture et au dessin. Alberti laisse entendre dans sa Della Pittura, son traité sur la peinture, quand il recommande au peintre de prendre pour modèle le sarcophage de Meleagre, qui est pour lui l'exemple le plus vivant de disposition d'une histoire. Autrement dit, il recommande au peintre de prendre pour modèle un relief. Le point de vue qu'il défend, selon lequel, dans ce genre de peinture, je cite, les lumières plaisantes devraient se transformer progressivement en ombre, trouve un écho dans le lien qu'il suppose, dans son traité d'architecture cette fois, entre les surfaces de l'architecture et le relief. L'injonction qu'il donne de combiner et d'associer tout, je cite, de telle sorte que le regard puisse facilement passer librement et agréablement le long des corniches dans le renforcement et sur l'ensemble de la surface extérieure et intérieure de l'ouvrage, décrit une façon douce de balayer du regard un relief et peut-être un écho à l'affirmation de Vitruve selon laquelle le regard suit les contours gracieux. En dernière analyse, ces remarques pourraient expliquer le point de vue de Lomazzo, le peintre, qui enjoint les architectes d'apprendre à peindre et estime que les peintres aussi, et pas seulement les sculpteurs, peuvent devenir architectes. Si le dessin pose la question des échanges entre les arts, il soulève aussi celle de la main de l'artiste et de l'origine corporelle de la trace sur le papier. Ce qui vient ici au premier plan, c'est la notion du style personnel et son corollaire inextricable, la main de l'artiste, et plus spécifiquement de l'architecte,
et le degré de participation de ce dernier à cette relation étroite entre ce qui émane de la personne et l'ouvrage lui-même. Les termes style et maniera ont leur origine étymologique, respectivement dans le stylus, le stylet qu'on tient dans la main pour écrire, et dans le mot manus, manu en latin, les deux mots renvoyant donc à la main. Vasari lui-même est très conscient de ce lien qu'il développe dans sa conclusion des vies quand il dit reconnaître le style des artistes de la même façon qu'un scribe identifie l'écriture d'un autre scribe. Et c'est ici, au cœur même de son projet et dans son fondement même, que se situe le grand problème de l'architecture. Vasari conçoit-il un style personnel ou une manière de l'architecte? Est-ce même concevable dans la mesure où l'argument de la main ne fonctionne pas pour un art dont le résultat final est le produit de multiples mains, dont aucune n'est celle de son auteur? Quand on examine les principales coordonnées de la notion du style personnel chez Vasari, il est clair que ce dernier insiste pour que l'œuvre soit exécutée de la propre main de l'artiste, affirmation qu'il répète comme une mantra, à un point tel que l'exécution devient presque une qualité physique de l'œuvre. Un passage tiré de la vie de Jacopo della Quercia illustre et résume dans un style très lyrique les nombreux registres dans lesquels Vasari évoque la main de l'artiste. Décrivant la figure sur la Fonte Gaia à Sienne, à gauche, il résume le style de Jacopo en ce terme, je cite. « Le visage d'Ève est éclairé d'une telle beauté et d'une grâce si innocente, toute sa personne a une attitude si douce. L'œuvre entière est un ensemble d'heureuses trouvailles et d'innombrables ornements, tous exécutés à la perfection par la main délicate de Jacopo avec une grande adresse. » Manifestement, il y a continuité entre le tempérament de l'artiste et son œuvre. Dans le cas de Jacopo, qui est une personne gentille, nous dit Vasari, avec des exceptionnelles qualités de bonté, de modestie et d'excellentes manières, sont littéralement consubstantiels à la douceur, bonté et grâce de son œuvre, transmise de son corps à la pierre par le biais de sa main délicate. Il en est de même pour la plupart des artistes, Raphaël, Desiderio da Settignano, Pontormo et beaucoup d'autres, où l'on observe une relation entre le style et le comportement, et avec leur vie en tant que représentation et conséquence du caractère. En bref, la nature de l'artiste, sa personnalité et même son apparence et ses actions se reflètent dans son style comme dans un miroir ou un portrait, ou mieux encore, comme un sceau dans la cire molle qui s'imprime par l'intermédiaire physique de la main. Le corps de l'artiste est présent dans son œuvre. Mais comment arrive-t-on à acquérir un style personnel, puisque tous les artistes ne parviennent pas à ce résultat optimal? Pour Vasari, ce n'est pas seulement la nature qui transmet à l'œuvre la personnalité de l'artiste par une sorte de mécanisme d'osmose, c'est aussi l'artiste qui, consciemment, doit cultiver son style et surtout, il doit le développer par rapport à celui des autres. Chez Vasari, l'élément clé dans la notion du style personnel est la relation maître-élève, lieu classique de la négociation du style personnel. Par exemple, selon Vasari, Mino da Fiesole, à gauche, qui a suivi de trop près Desiderio da Settignano, à droite, est resté enfermé dans le style de Desiderio et produit un art fondamentalement stérile. Raphaël aussi était parvenu à calquer sa façon de peindre sur celle de son maître Perugino à un degré tel que l'on ne pouvait le distinguer. Mais, ajoute Vasari, Raphaël est finalement sorti de cette impasse en étudiant d'autres peintres et en entrant dans l'ambiance compétitive de Florence. La volonté d'identifier la manière de chaque artiste est un outil critique puissant qui conduit Vasari à avoir des éclairs de génie critique dans sa description de certaines œuvres d'art. Par exemple,
il insiste sur l'aptitude de Desiderio da Settignano à sculpter des plumes plumeuses. Il insiste sur celle de Michel-Ange à sculpter des cheveux. Et il décrit la Tempesta de Giorgione de façon inoubliable. Et je cite, « Avec ce temps sombre au milieu des éclairs et des tonnerres, on voit trembler le tableau et tressaillir l'œuvre comme si elle était réelle. » Et il décrit les dessins des artistes de la Terza Età, l'apogée de la génération moderne, comme ayant cette facilité faite de grâce et de délicatesse qui apparaît entre le vu et le non-vu. Ainsi, Vasari permet au lecteur ou au spectateur de voir plus et mieux l'œuvre en question. Naturellement, c'est là du Vasari de base. Mais il est néanmoins important de rappeler quelques éléments, car quand il parle des architectes et de l'architecture, il ne fait aucune mention ni de la manière, ni de la main de l'architecte, ni de la relation maître-élève et de sa mécanique, autant d'éléments qui structurent les vies. Et ces descriptions des ouvrages architecturaux n'ont pas la subtilité critique de ces appréciations vivantes et perspicaces des peintures et des sculptures. Parfois même, elles relèvent des formules toutes faites. Ainsi, la notion de mano sua, la main, sa main, ou du corps de l'artiste, n'apparaît que 2 fois dans l'édition de 50 des vies à propos des architectes, et guère plus dans l'édition de 68. Une fois pour Bramante, une autre pour Antonio da Sangallo le Jeune. Dans le cas de Bramante, Vasari fait allusion à la corniche intérieure de Saint-Pierre, dont nulle main n'en saurait alléger ou réduire la conception. Dans le cas d'Antonio, il cite le palais Farnèse et arrive assez près de la notion de style personnel, mais ne précise pas ce que celui-ci pourrait être. Les changements apportés au plan initial font en sorte que ne semblera jamais un tout unifié ni de la même main. Donc, l'étage inférieur, c'est Sangallo, l'étage supérieur, c'est Michel-Ange, la corniche sur la place, sur la rue de Vignole. Donc, il y a 3 mains ici qu'il ne commente pas. Vasari sait naturellement que les bâtiments passent à travers de multiples mains, et c'est peut-être la raison pour laquelle Vasari, dans pratiquement toutes ses vies d'architecte, considère la maquette comme le seul témoignage réel de l'intention artistique. Dans le cas d'Antonio da Sangallo le Jeune, c'est sa maquette de Saint-Pierre qui lui a valu la notoriété, plus que le bâtiment qui est l'exemple le plus célèbre d'une succession de mains. On pourrait invoquer l'argument que ce processus d'exécution par la main d'un autre n'est pas propre seulement à l'architecture, et que la peinture aussi est le produit de multiples mains, celle de l'atelier, et qu'elle n'est donc pas vraiment non plus la main de l'artiste. Mais il y a une différence majeure entre la peinture et l'architecture. L'atelier est composé de nombreux apprentis qui ont forgé leur propre style à partir de celui du maître, et donc les mains prolongent, pour ainsi dire, les siennes. Pourtant, cette fusion des mains dans la manière du maître peut être plus ou moins réussie. À propos de Perino del Vaga, qui disposait d'un grand atelier, Vasari met en garde les artistes contre l'utilisation d'aides qui créent une confusion de mains. L'artiste ne peut accéder à la célébrité que si tout est exécuté par lui. Pourtant, dans ses vies d'architecte, Vasari n'évoque ni la manière ni la main de l'artiste, et ses descriptions des bâtiments sont, et peut-être en conséquence, relativement ternes, ce qui n'apparaît clairement que quand on compare toutes les biographies des architectes. La description du travail de Francesco Di Giorgio sur le palais d'Urbain est peut-être l'exemple le plus flagrant d'absence de spécificité critique. Il dit « Il fit d'abord le modèle de l'admirable palais d'Urbain et le réalisa tel qu'on le voit maintenant. » Et c'est tout ce qu'il dit. Dans l'édition de 68, Vasari est un peu plus descriptif. Il y insiste plus sur l'aspect architectural que sculptural, mais le lecteur qui n'a pas vu le bâtiment ne peut imaginer en quoi il se distingue particulièrement. En fin de compte, des qualificatifs comme commode et harmonieuse,
plaisante ou vaste et magnifique, peut décrire les diverses pièces ne disent pas grand-chose. En effet, en se fiant uniquement à Vasari, il serait difficile de comprendre la différence entre des bâtiments, disons, de Francesco di Giorgio, Antonio da Sangallo ou de Raphaël. Et malgré la place honorifique qu'il donne à Bramante, il est difficile de partager son enthousiasme si l'on ne connaît pas d'exemple précis de son œuvre. Ainsi dit-il, à San Pietro in Montorio, dans le premier cloître, il éleva un temple circulaire en travertin. Par les proportions, l'ordonnance, la variété, autant que par la grâce, on ne saurait imaginer plus élégante et cohérente conception. Le propos est certes éloquent, mais l'auteur reprend certains traits descriptifs, presque mot pour mot, ou dans un ordre peut-être légèrement différent, pour pratiquement tous les architectes et les bâtiments qu'il commente. De même que la manière et la main de l'artiste, la relation maître-étudiant qui les sous-tend est également difficile et différente dans les vies des architectes. Jamais il n'est question d'architectes travaillant à la manière d'un autre, comme Raphaël de Perugino, ou sortis de l'influence de son maître. D'ailleurs, parmi les architectes qui œuvrent avec des maîtres architectes, rares sont ceux qui mériteraient qu'on leur consacre une vie. Bramante apprend auprès de Bernardino Zernale da Treviglio, Giuliano da Sangallo auprès de son père et de Francione, Cronaca auprès d'un ébéniste, puis d'un sculpteur peintre orfèvre, Antonio Polaiolo. La vie la plus caractéristique est celle de Baccio d'Agnolo, apprenti auprès du sculpteur Andrea Sansovino, qui le forme aux Intalli. Il apprend la perspective et l'architecture tout seul. Quant à Peruzzi, il n'a eu aucun maître, selon Vasari. On pourrait rétroquer que l'Antiquité est le maître et que tous ont appris à travailler dans cet idiome sur le pas de l'autodidacte Brunelleschi. Mais cela rend-il un bâtiment par Peruzzi ou par Jules Romain moins personnel? Comme le fait remarquer Sebastiano Serlio dans son traité de 1537 sur les ordres, l'invention à partir des outils de l'Antiquité est pratiquement infinie. Dans ce cas, un bâtiment de Serlio ne serait-il pas différent d'un bâtiment de Peruzzi? Vu sous cet angle, l'architecture apparaît un peu comme une intruse dans le monde soigneusement construit par Vasari, qui suppose la réciprocité entre les arts. Il est pourtant un secteur d'activité de l'architecte pour lequel Vasari change discrètement son fusil d'épaule. C'est celui de l'ornement. Et c'est là, me semble-t-il, qu'il voit la clé du style personnel d'un architecte, même s'il ne l'exprime pas aussi clairement. Dans toutes les vies des architectes, il parle des ornements, ainsi que des artisans sculpteurs qui les façonnent dans l'ombre, comme Cappara, que vous voyez en haut à gauche, qui travaille pour Cronaca, qui était l'architecte du palais Strozzi, où Cappara fait ses torchères. Mosca, en bas à gauche, qui travaille avec Antonio da Sangallo et Michel-Ange à la chapelle des Médicis. Cossini, qui lui aussi travaille avec Michel-Ange à la chapelle des Médicis, et parfois même Desiderio da Settignano et Andrea Sansovino. Et il semble qu'ils sont des amanuensis, des scribes. Et je vous montre aussi un relief de Mosca pour vous rappeler qu'il est aussi sculpteur des petites choses dans son œuvre séparée. De ce point de vue, il est intéressant d'examiner ce qu'il a à dire sur Michel-Ange, le paragon et l'aboutissement de ses vies. Sa contribution et sa gracieuse architecture, qui apparaît pour la première fois dans la chapelle des Médicis. Quand Vasari commente ce travail, il donne à l'architecture à la fois une indépendance et un statut de chef-d'œuvre en soi. Mais cette architecture est très peu commentée du point de vue des plans et des volumes. Elle se compose surtout, pour Vasari du moins, des formes ornementales. Et donc, je lis, « Il conçut la chapelle sur le modèle de la vieille sacristie de Filippo Brunelleschi, en haut à droite,
mais avec une autre partie décorative, composite, d'une originalité qui le met à part de ce que maîtres antiques ou modernes ont jamais pu réaliser. Aussi, les artistes lui doivent-ils une gratitude sans fin pour avoir brisé les verrous et les chaînes qui leur faisaient suivre indéfiniment la voie de l'habitude. Ce passage fait écho à ce qu'il avait déjà suggéré dans l'introduction à l'architecture, à savoir que Michel-Ange a utilisé l'ordre composite composé par lui-même pour obtenir une grâce qui surpasse les anciens et que tous les détails à San Lorenzo ont du nouveau inventé par lui, ce qui ne les rend moins belles et merveilleuses. Que sa vertu est évidente dans le second ordre de la cour du Palais Farnèse et qu'à Saint-Pierre, il déploie les nombreux ornements insolites, les belles modénatures des corniches, les niches variées et d'autres détails encore de son invention et ne dérivent pas de l'Antiquité. Ce que dit Vasari en réalité, c'est que Michel-Ange ouvre la voie à un style personnel en architecture. Les verrous et les chaînes qui entravaient les artistes jusqu'ici étaient précisément leur incapacité à exprimer une indépendance créatrice, mais une fois ces chaînes brisées, la liberté d'expression s'ouvre à eux. Pour une fois, le vocabulaire descriptif de Vasari est aussi beaucoup plus subtil et expressif et traduit clairement l'impression d'innovation qu'il témoigne dans la chapelle Médicis. Laisser entendre que l'ornement est le lieu où le style personnel est possible en architecture n'est pas en contradiction avec les points de vue de son cercle d'amis et des conseillers d'ailleurs. Borghini, nous l'avons vu, soutient que la peinture et la sculpture sont, je cite, totalement superflues et inutiles pour la vie humaine. Ce qui accroît d'autant leur gloire et ce qui sauve l'architecture à ses yeux, ce sont peu de superflu. C'est seulement grâce à cette partie du superflu qui a le plaisir pour objet et obtenu par l'imitation, il continue, que l'architecture peut être admise au sein des autres arts. Et cette intersection avec l'imitation se situe dans l'ornement. A-t-il fallu plus de temps pour que l'architecture s'ouvre au style personnel? En retard sur les autres arts et presque étranglée par le poids de l'Antiquité, elle semble trouver sa voie vers la manière assez tardivement. La liberté de créer un ornement original est-elle l'équivalent de l'empreinte involontaire que laisse la main ou le corps dans les arts figuratifs? Comme les cheveux, les draperies, les plumes, la douceur de la chair qui constituent les figures mais non les histoires, l'ornement n'est pas l'architecture, mais il existe dans une sorte de flou, comme le disait Alberti un siècle plus tôt, il laisse transparaître ou briller la beauté intrinsèque d'un bâtiment. Et c'est peut-être dans ce domaine intermédiaire que se cache la manière personnelle de l'architecte, un domaine qui fait appel à la sculpture, à un travail artisanal de haut niveau, mais qui n'a pas assez encore de visibilité pour que ceux qui le pratiquent, comme Capara, Mosca, Cossini, aient droit à une biographie par Vasari. À mi-chemin entre l'architecte et le sculpteur, ils ont pour tâche de concrétiser la main et le style personnel de l'architecte. Gribouillis sur du papier, traces de la main dans des moments de spontanéité, les formes ornementales émergent du plus profond de la psyché de l'artiste et la dextérité de sa main. Est-ce que cet ornement gribouillé est un moment de séparation entre la main et l'esprit, entre la connaissance corporelle et la raison, un moment de liberté totale d'invention graphique en dehors de toute médiation? Vasari le dit lui-même dans sa conclusion. Il a entrepris de lire l'art de son temps comme un scribe lit une écriture. Et pour lui, l'ornement serait l'écriture de l'architecture. Merci.